Rahim. Il faut dire qu'effectivement le Maroc, depuis son indépendance, a connu une gestion politique qui a été caractérisée par un certain nombre de carences. Et parmi ces carences, on peut citer la gouvernance. Je ne parlerai pas de crise puisqu'on n'a pas assez sensibilisé les Marocains à tout ce qui est gouvernance. D'ailleurs, la notion de gouvernance, comme vous le savez, c'est une notion qui est généralement récente, donc il y a une vingtaine d'années, et qui a commencé dans la plupart des pays qui sont des pays développés. Et par conséquent, le Maroc, vu qu'il était encore un pays de développement, on n'avait pas comme ambition de gérer les affaires publiques d'une manière avec laquelle il y a une grande gouvernance. Donc c'est une question qui est une question d'abord de modèle politique, mais c'est aussi une question d'acteurs politiques, en plus d'un esprit, je parle bien d'un esprit sociétal, dont le but effectif n'était pas de chercher à maximiser les activités et le rendement. On est rentré sur une économie de rente, sur une administration de voisinage et de copinage, etc. Et effectivement, cela nous a coûté beaucoup, que ce soit au niveau du taux de croissance, mais aussi au niveau de notre développement. Et là, ce sont des choses que j'espère avec cette deuxième décennie du XXIe siècle, que ça va changer avec cette notion de gouvernance que le nouveau gouvernement a mis en exergue et même il a dédié une structure au niveau du ministère qui est le nôtre, ministère des Affaires générales de la gouvernance, dont le but essentiel est effectivement d'appuyer cette idée de la gouvernance. Certes que, devant les grands défis qu'on a au niveau marocain, on a des défis qui sont des défis internes, mais aussi des défis externes. Alors, au niveau des défis externes, on a un grand élément qui s'appelle compétitivité. On ne peut gagner des parts de marché, donc rester classé au niveau auquel on est aujourd'hui, voire même améliorer nos classements, si on ne tient pas compte de cet élément de compétitivité. Mais il se trouve que même au niveau des richesses et du développement économique, la compétitivité ne se fait plus au niveau des coûts matériels, ni au niveau des investissements en capital. La compétitivité se fait donc plus en plus avec le capital humain, et donc avec la science, avec la recherche, avec le développement, et par ricochet, l'ingénieur est au plein centre de cette problématique. Donc si on veut réellement améliorer la compétitivité du Maroc, puisque nous on est un pays qui n'a pas de ressources naturelles à part le phosphate, et donc qui reste quand même un pays qui se développe, si on veut vraiment émerger, il va falloir vraiment permettre au côté scientifique de se développer et par conséquent permettre à l'ingénieur d'être au centre même de l'intérêt. Les pays qu'on appelle actuellement les pays émergents, le BRICS, donc que ce soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, mais aussi l'Afrique du Sud, ont fait du développement parce que effectivement ils se sont intéressés au côté scientifique et donc leurs ingénieurs. Je pense que si vous prenez le taux d'encadrement des ingénieurs en Inde, il reste parmi les plus élevés au monde, même si 100-800 millions de personnes, 800 millions de personnes. Et on a des ingénieurs indiens qui s'exportent bien en France et en Allemagne. D'ailleurs, une grande partie de l'ingénierie qui se fait en Allemagne, c'est grâce aux ingénieurs indiens. Donc c'est un élément de compétitivité qui va nous permettre d'être au centre même des prochaines années de développement. Bon, en essayant de donner une certaine définition à la bonne gouvernance, j'ai bien montré que la bonne gouvernance signifie, entre autres, transparence, signifie aussi convergence des politiques de développement. Et si on fait donc une transparence au niveau de la gestion de la chose publique, mais aussi au niveau de la chose économique, si on va vers la convergence des politiques de développement, on ne peut que
Donc c'est cette chaîne, avoir un maillon qui est la recherche scientifique. Et ce maillon, si on l'enlève de la chaîne va être détractée. Si on recompose le développement du Maroc en mettant ce maillon qui est la recherche scientifique, je pense que là on aurait graissé enfin la machine et cette machine peut redémarrer puisqu'il y a effectivement un déclic qui doit être soulevé. C'est celui de le retard grandissant du Maroc à ce niveau de la recherche scientifique. Donc je pense que c'est un maillon nécessaire et si on n'implique pas ce maillon à la Chine, je pense que le Maroc ne pourra jamais avancer. Oui, c'est vrai que bon, il est très difficile de parler d'un modèle propre de développement pour le Maroc, puisque au niveau de la mondialisation, le monde est tellement connecté qu'il est très difficile de parler d'un modèle de développement propre. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on a une ébauche d'une exception, ce qu'on appelle toujours l'exception marocaine, et cette exception marocaine a un certain nombre d'avantages comparatifs. Que ce soit au niveau de la stabilité actuelle qu'on connaît, mais aussi le degré de confiance. Et là, c'est dans le cadre effectivement et de la bonne gouvernance, puisque la mauvaise gouvernance de la chose politique aurait été de faire comme ont fait les présidents des autres pays arabes qui ne se sont pas rendus compte que le monde change et qui ont donc plus ou moins tué leurs citoyens et le résultat, vous le connaissez, que ce soit en Égypte ou en Tunisie, en Libye. Par conséquent, cette bonne gouvernance politique entraîne effectivement un modèle de stabilité sociale. Donc notre économie, effectivement, elle est basée sur le socio-économique, sur les relations qui restent encore des relations, non pas seulement de coopération, mais aussi de solidarité, dont on a les bases dans les préceptes de l'islam. Et forcément, cela donne une connotation positive pour le développement, le modèle de développement économique marocain. Rien que dans la loi de finances actuelle, celle de 2012, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens de ce modèle de développement marocain. Bon, c'est pas une recette qu'on peut donner à tout le monde. Chacun a sa manière de voir les choses et de réussir. Mais selon moi, les références, vu mes références religieuses de pratiquants convaincus, je pense que les deux grandes, je dirais, qualités qu'on doit avoir, c'est le quwa ou l'amana. Donc il faut être vraiment transparent et responsable et tenir ses engagements envers les autres, c'est ça l'amana. Mais en plus, on ne peut pas se permettre d'être quelqu'un qui veut s'épanouir, mais tout en restant médiocre, tout en se trouvant au bas de l'échelle culturelle, managériale, scientifique. Donc la recherche de l'excellence, donc le quwa, je pense que c'est l'un des éléments qui vont vous faire respecter envers vous-même, mais qui vous feront respecter devant les autres. Donc quwa ou l'amana, je pense que ce sont les deux qualités nécessaires pour tout un chacun qui veut s'épanouir. Le Maroc en 2020, c'est un pays essentiellement jeune, qui se recherche encore, qui a des grands défis, mais qui avance au niveau de son sentier de développement. Un grand espoir pour le pays, tout en remodelant, si vous voulez, mon conseil,
que cette jeunesse doit se responsabiliser et que cette jeunesse doit savoir qu'il ne peut plus jeter, si vous voulez, l'encre sur l'autre, et que cette jeunesse, c'est elle qui va construire le pays de l'avenir. C'est un rêve que nous espérons verra le jour prochainement. Les pays, la plupart de ces pays, les 5 pays, sont plutôt pour. Il y a une vraie volonté après le printemps arabe. Je pense qu'il n'y a plus de temps à perdre puisque c'est du gâchis pour l'ensemble des pays de l'humain. Une école à laquelle j'ai toujours apporté mon soutien au niveau intellectuel, une école qui reste parmi les meilleures au Maroc, une école qui forme l'élite de ce pays avec quelques écoles étrangères, sur laquelle incombe une grande responsabilité, c'est de garder et la qualité et le niveau de ce qu'il avait il y a une vingtaine d'années.